reste persuadé que votre réunion constitue un cadre idéal et pertinent de concertation sur les réponses à apporter aux grands enjeux économiques et financiers des temps présents. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare donc ouverte la réunion des ministres des Finances des pays membres de la zone franc et je vous remercie. Ils étaient tous là, les ministres des Finances de la zone franc, ce 13 avril 2018 à Brazzaville, soit 14 pays de l'Afrique occidentale et centrale, les Comores et la France, pour une messe de haut niveau, la deuxième du genre, qui associe les présidents des institutions régionales et les gouverneurs des banques centrales. Objectif : mettre en œuvre les politiques macroéconomiques cohérentes, mais surtout soutenables, axées autour du développement inclusif de la zone franc. Pour cela, il faut dialoguer et coordonner ces politiques en lien avec les principaux bailleurs et institutions. Un tel espace d'échange revêt une dimension unique en Afrique et reste un facteur de stabilité et de développement. Seulement voilà, la réalité est implacable. L'activité économique mondiale a continué à bégayer en 2017 avec une croissance qui n'a pas dépassé les 4% et les performances des pays de la zone franc sont fortement contrastées. Certains pays peinent à sortir la tête de l'eau, notamment dans la zone CEMAC. La zone Afrique de l'Ouest est un peu plus dynamique. Dans tous les cas, les critères de premier rang liés à l'inflation, l'endettement, l'absence d'arriérés de paiement et le solde budgétaire de référence, ces critères ne sont pas respectés. Pour autant, le ministre français des Finances n'est pas venu à Brazzaville pour jouer les pompiers, loin s'en faut, pas plus qu'il n'est venu pour distribuer les points aux bons et mauvais élèves dans la zone franc. Je ne distribue de notes à personne. Je suis là pour chercher avec les autres ministres des Finances membres de la zone franc des solutions, des améliorations, des possibilités pour soutenir la croissance, aller vers le désendettement, améliorer l'environnement des affaires, lutter contre la corruption. C'est tous les sujets sur lesquels nous travaillons ensemble. L'élément clé dans le contexte économique actuel et qui fait mal à la zone franc depuis 2014 réside dans la chute des prix de certaines matières premières, notamment du pétrole qui affecte durablement la situation des pays producteurs, en dépit de la remontée qui s'est déclenchée en mi-novembre. Le taux de croissance bien plus élevé que continuent d'enregistrer les pays de l'Afrique de l'Ouest ne doit pas masquer l'enjeu que représente la capacité des pays à assurer le partage de cette croissance. C'est que la zone UEMOA effectivement est une zone en croissance, on vient de le rappeler. Ça fait 6 années consécutives de croissance supérieure ou égale à 6%. Donc la croissance est forte. Notre objectif, c'est de réfléchir sur la manière de pérenniser la croissance. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la croissance demeure dans notre zone? Par rapport aux autres pays, les situations sont toujours différentes. Donc on ne peut pas donner aussi de leçons. On n'a pas de leçons à donner. Chaque pays met en place ses politiques et espère renouer avec la croissance. Ces réunions nous permettent un peu d'échanger et de prendre des mesures susceptibles de nous permettre de renforcer encore davantage notre union. Tout d'abord, on doit travailler sur la mobilisation des ressources intérieures. Donc cela est extrêmement important. Question importante sur laquelle nous sommes revenus. Sur plusieurs axes. D'avoir une politique fiscale commune, donc cela est important. De renforcer les capacités de nos administrations, cela est aussi important, mais d'éviter les dépenses fiscales, les exonérations. Un pays comme le Congo nous donnait beaucoup d'exemples sur aujourd'hui le coût des exonérations. Au Sénégal, le coût des exonérations fait à peu près 5 à 6% du produit intérieur brut. Vous voyez ça?
Voilà pourquoi la réunion de Brazzaville a noté le risque découlant d'un réendettement rapide et d'importants déficits publics qui sont susceptibles de remettre en cause les équilibres internes et externes des États concernés. Quid de la République du Congo? Il ne s'agit pas de 117%. Essayez de voir ce qu'il y a écrit dans les feuilles du FMI. Sauf si ça a changé, bien sûr. C'est 120% du PIB. Voilà. C'est pour dire que là aussi, nous ne trichons pas. Autre point non moins important, une majorité des pays de la zone franc a déjà conclu un programme avec le Fonds monétaire international, ce qui contribue très justement à l'harmonisation des diagnostics à l'échelle sous-régionale et à la coordination des politiques macroéconomiques, ainsi que des réformes économiques et financières. Les mesures opérées dans le cadre de ces programmes avec le FMI et les rapports de financement d'autres institutions telles la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, celle de l'Union européenne et de la France, ces mesures contribueront conjointement à l'amélioration de la situation économique et de la confiance vis-à-vis de la zone franc. Et ce n'est pas le Congo qui aura à rougir d'un tel programme, assurément pas. J'ai pu redire au Premier ministre de la République du Congo, comme je l'avais dit au ministre des Finances, que la France était prête à aider le Congo sur la question du traitement de la dette du Congo, qui est un sujet majeur qui pèse sur le développement économique de la République du Congo. Donc nous avons étudié différentes possibilités et je pense que nous allons pouvoir avancer dans les semaines et dans les mois qui viennent. Comment est-ce que nous pouvons avancer ? D'abord, il faut que nous parvenions à une conclusion sur le programme du FMI. Ça, je crois que c'est le cadre général qui est important et qui donnera la stabilité et la visibilité à la République du Congo. Ensuite, nous sommes prêts à regarder ce qui peut être fait dans le cadre du Club de Paris. Enfin, j'ai rappelé que la France apportait une aide importante sur 3 ans, 135 millions d'euros. C'est une manière de rappeler sa proximité et sa volonté de soutenir le Congo dans son développement économique. Les ministres se sont accordés sur la nécessité d'une approche coordonnée afin de garantir le bon fonctionnement des unions monétaires et préserver la soutenabilité des trajectoires de développement. C'est le cas de la dette, des déficits budgétaires, la mauvaise gouvernance, l'impunité et la corruption, car la convergence réelle ne progresse que modérément de manière inégale dans la zone franc. D'où la nécessité de poursuivre la mise en œuvre des mesures permettant de renforcer l'intégration régionale, facteur de résilience et de solidarité face aux chocs exogènes négatifs de l'économie mondiale. On est plus fort dans l'unité et la solidarité. Une monnaie a besoin de fluidité. Une monnaie a besoin de sécurité. Enfin, une monnaie a besoin de force, parce qu'elle soutient l'économie. Et justement, ce qui a pu être dit ici, c'est que selon qu'on se trouve dans une zone monétaire ou en monnaie nationale, il faut essayer un temps, soit peu, de réunir tous ces éléments. Ce qui me semble que dans le cadre d'une solidarité est plus plausible que dans le cadre d'un cavalier tout seul qui rendrait les choses hors date. La zone franc doit à ce titre être considérée comme un partenaire commercial privilégié de la France, gage de parité à l'euro et de protection du franc CFA. Au sein des opinions publiques africaines, il y a des pros et des anti-CFA. D'aucuns estiment que dans le tour de passe-passe dans la zone CFA, c'est la France qui tire le plus son épingle du jeu. Depuis peu, la polémique s'estompe. Le franc CFA est né le 26 décembre 1945. Il a fait du chemin. Historiquement, il y a eu la colonisation qui a duré des siècles, la loi cadre de 1956
qui a préparé les indépendances des années 60 pour la plupart des pays francophones et la dévaluation du franc CFA en 1994. Certains y voient un outil de perpétuation de la colonisation. La croissance est à la hausse aux Comores et même plus vigoureuse dans la zone UEMOA, qui envisage une nouvelle identité monétaire d'ici à l'horizon 2020. Mais les participants à la réunion de Brazzaville se sont montrés formels. Le franc CFA ne sera pas dévalué, changement de nom ou pas, le résultat est le même. À Brazzaville, les ministres n'ont pas signé l'acte de décès du franc CFA. Et pour cause. Est-ce que ensuite le franc CFA a un avenir? C'est aux États membres de la zone franc de le décider. La zone franc, c'est un héritage historique. Nous prenons cet héritage historique. Nous sommes prêts, avec le président de la République, à le faire évoluer si les États africains le souhaitent. Mais si et seulement si les États africains le souhaitent. Est-ce qu'il faut élargir la zone du franc CFA? C'est à vous de le décider, pas à moi. Est-ce qu'il faut revenir sur certaines règles? Tout est envisageable. Est-ce qu'il faut changer le nom si le nom pose une difficulté? Et c'est aux États membres de cette zone monétaire de le décider et de le décider librement. J'en profite pour prolonger à propos de ce que le ministre Bruno Le Maire a répondu sur la dévaluation. Nous regardons à la Banque de France, et le FMI aussi regarde, avec nos économistes, le calcul de ce qu'on appelle le taux de change effectif réel, c'est-à-dire pondéré de l'évolution de l'inflation, et puis de la composition du commerce extérieur de la zone franc. Pour être tout à fait précis, l'analyse de ce taux de change effectif réel ne montre aucun des ajustements significatifs, durables, du taux de change des francs CFA depuis 1994. Pourquoi 1994? Vous savez, c'était la date de la dévaluation qui avait été faite. Il n'y a donc pas de problème de compétitivité qui freinerait la croissance économique des pays de la zone. Et ça, c'est l'analyse économique objective. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas tel ou tel défi, telle ou telle réponse de politique économique à apporter. Le ministre Amadouba vient de dire, mais il n'y a pas aujourd'hui de problème de taux de change effectif réel globalement à l'échelle de la zone. En Afrique subsaharienne, le taux de croissance devrait se renforcer progressivement. Une croissance soutenue notamment par la reprise de l'économie mondiale et la remontée des cours des matières premières. Mais la convergence nominale reste cependant en deçà des résultats escomptés. Quoi qu'il en soit, la France ne fait pas mystère de son soutien à ses partenaires de la zone franc. Cependant, il faut dépasser la politique du tout pétrole, ne plus mettre tous les œufs dans le même panier. Mais je tiens à préciser que le 23 décembre à Yaoundé, les États se sont retrouvés avec le Fonds monétaire international et la France pour discuter ensemble d'un partenariat dans le cadre de la mise en œuvre des politiques économiques et financières audacieuses visant à réaliser la mutation structurelle de nos économies. Parce qu'il est clair que pour la CEMAC, il faudrait que nous puissions diversifier nos économies. On a connu une croissance forte par le passé, mais cette croissance était soutenue par un secteur, le secteur des ressources naturelles. Il faudrait aujourd'hui que nous puissions trouver des secteurs qui révèlent la croissance. C'est dans ce sens que nous avons identifié le secteur porteur de croissance. Mais pour le faire, un élément indispensable, il faudrait assurer la viabilité des finances publiques. Il faudrait stabiliser le cadre macroéconomique. Les pays de la CEMAC, dès 2014, ont connu des problèmes. Des déficits budgétaires, déficit de la balance de paiement, liés principalement au double choc que nous avons connu, le choc pétrolier et le choc sécuritaire. Pour sortir de cette situation, il n'y a pas de miracle. Il faut des réformes, il faut de l'audace, il faudrait revoir la valeur de la dépense sans pour autant sacrifier les éléments indispensables
devait permettre d'assurer toujours de maintenir une certaine dynamique au niveau de la croissance. Nous attendons évidemment que le Congo poursuive ces transformations qui sont nécessaires. C'est quoi ces transformations? C'est d'abord la diversification économique. Faire reposer l'économie uniquement sur le pétrole, c'est une erreur. Et nous le savons tous, parce que les prix du pétrole fluctuent, et lorsque le prix du pétrole s'effondre, ça fait moins de recettes fiscales pour la République du Congo. Il faut donc une diversification de l'économie de la République du Congo. Ça, c'est la première chose qui est indispensable. La deuxième chose indispensable, c'est les réformes structurelles dans la République du Congo, avec des réformes qui permettront de gagner en compétitivité, d'améliorer la situation économique. Et enfin, nous savons tous, il faut poursuivre la lutte contre la corruption. C'est vrai au Congo, c'est vrai dans beaucoup d'autres États, parce que c'est une façon de retrouver la confiance des créanciers, la confiance des investisseurs, la confiance de tous ceux qui croient dans l'avenir économique de la République du Congo. Ainsi a été dressée à Brazzaville la feuille de route pour tout le monde. Une feuille de route basée sur un triptyque, la transparence, la confiance, le dialogue. Rideau donc dans ce qui aura été une véritable immersion dans les méandres de la haute finance, dans ce somptueux centre de conférence de Kintélé. Tout n'a pas été certainement dit, mais les principales pistes ont été explorées. La lutte contre le terrorisme et le blanchiment des capitaux, avec tout de même un point commun pour l'ensemble de ces pays, la trésorerie publique et la dette extérieure ou intérieure qui pèsent comme une véritable chape de plomb sur leur économie. Les pays se sont donné rendez-vous dans 6 mois, ce sera à Paris.